Pour cette édition, on retrouve donc Stanislas Rigaud, vous le savez. Bonjour Stanislas. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Bah écoutez, en pleine forme. Et vous venez de commenter mon pull, donc moi je suis contente, forcément. Et en déjà bien, que ça évidemment, commente pour nos auditeurs et téléspectateurs, évidemment en bien. Déjà qu'on commentait le chemisier d'Adèle sur le chat en disant qu'il était vraiment... Il piquait les yeux. Voilà ce qu'a dit un auditeur et il n'est pas gentil. Je sais pas si c'est un compliment ou pas, mais il y en a un clin d'œil à côté. Il y en a un qui a déjà dit que les chemisiers d'Adèle réchauffaient, apportaient du soleil dans les studios. Vrai, ouais. Et il y en a un autre qui avait commenté les hauts bleus de Maëlys. Voilà, et bon, on a quand même eu quelqu'un... On a quand même des charmantes jeunes femmes sur ligne droite. Il y en a un qui a les yeux fragiles, c'est tout. Une raison de plus de suivre le direct. Bon, voilà, merci à toute l'équipe d'être là pour l'édition. Merci Stanislas aussi. On est tous géniaux et on commence en parlant du service militaire. Oui, écoutez, parce que même si ça s'est refroidi en France et qu'en venant ici sur Radio Courtoisie, je me suis rappelé que j'étais un grand fan de l'été et que l'hiver commençait à m'agacer sérieusement, notamment en scooter, je me suis fait la remarque qu'en Ukraine, il devait faire encore un petit peu plus froid. Et quand on écoute le président de la République et une grande partie de la Macronie, on s'inquiète évidemment on se questionne de la possibilité ou non des jeunes Français de se retrouver de nouveau appelés sous les drapeaux pour défendre non pas la France, mais en l'occurrence l'Ukraine et ses intérêts. Mais pour ne pas parler de ce conflit qui est commenté, surcommenté, analysé par des gens bien plus compétents que nous, je voulais ce matin ouvrir le débat sur le service militaire. Puisque nous avons ici à peu près tous le même âge et nous serions potentiellement, en tout cas à une époque, Alexandre et moi, et aujourd'hui sûrement nous tous autour de la table, concernés par ce dit service. Je voulais également parler parce que beaucoup de Français, 6 sur 10 selon le Figaro d'il y a 3 jours, 6 Français sur 10 sont favorables au retour du service militaire. Et globalement, il y a une très grande popularité de cette idée. C'est un argument qui revient souvent, notamment chez les générations un peu plus âgées, à savoir... Ah, si on remettait le service militaire, ce serait beaucoup mieux. Moi, de mon temps, il y avait le service militaire. Pourtant, et Dieu sait que j'apprécie et j'admire et j'estime énormément l'institution militaire, je pense que le retour du service militaire, aujourd'hui, serait une mauvaise idée. Pourquoi ? En plusieurs points. La première, c'est que nous avons tenté, avec le SNU, donc le Service National Universel, de créer un espèce de corps hybride qui permet aux jeunes de sortir de leur confort, de se mélanger, de créer une mixité sociale, même une mixité géographique pour que les Français puissent sortir de chez eux, des jeunes Français. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que c'est un échec cuisant, puisque les jeunes qui ont fait ce SNU sont plutôt satisfaits, et je crois que c'est déjà bien que le temps d'un été, le temps de quelques semaines, des jeunes puissent sortir de leur zone de confort habituelle. Mais le SNU est globalement un échec, pour plusieurs raisons, par son coût, qui est estimé entre 3,5 milliards et 5 milliards d'euros, par le fait que les infrastructures ne sont pas suffisantes pour les accueillir, et troisièmement parce que justement, il est hybride et il ne va pas au bout des choses. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, faire un service militaire tout court serait aussi un moyen, une façon d'apprendre à des personnes qui n'ont pas besoin, en tout cas le font parfois même déjà, d'apprendre le rudiment des armes, apprendre à se servir de techniques militaires pour commettre des choses mauvaises. C'est pour ça évidemment que je suis défavorable. Et la troisième chose, il y a évidemment d'autres points à développer, c'est qu'aujourd'hui ce dont nous avons besoin, c'est une armée avec des moyens. Alors même si les choses vont plutôt dans le bon sens, il faut le reconnaître depuis maintenant quelques petites années et notamment quelques mois, ce qu'il faut, c'est une armée compétente, armée, avec des technologies suffisantes pour rivaliser avec les autres nations mondiales, pour être capable de peser dans les débats, puisqu'il est bien d'avoir des positions, mais il est encore mieux d'avoir les moyens de ces positions. Et c'est pour toutes ces raisons que si dans un monde idéal, je serais plutôt favorable à un service militaire pour la mixité, pour la cohésion sociale, pour le lien social, pour avoir des générations fortes et des générations qui seraient solides. On le voit dans certains pays où le service militaire existe, où ça crée évidemment un lien et surtout des citoyens forts. Je crois qu'aujourd'hui, ce serait une erreur et qu'il faut se concentrer sur une armée de métier, sur une armée efficace, bien équipée. Et puis, pour conclure et puis évidemment ouvrir ce débat, et on en parlait juste avant l'antenne, donc comme ça je suis totalement transparent, il y a des alternatives à ces services militaires aujourd'hui, donc il y a le SNU qui coûte très cher, mais des initiatives beaucoup moins chères, qui s'appellent notamment le scoutisme. Il y a différents types de scoutisme. Un sondage toujours dans l'IFOP nous expliquait que 99% des jeunes qui sont passés par le scoutisme en sont satisfaits et que 97% d'entre eux
sont enclins à faire participer leurs enfants à cette activité qu'est le scoutisme. Donc, à défaut de faire le service militaire... Il y avait aussi des sondages qui démontraient que le scoutisme produisait des individus globalement bien moralement. Enfin, il y avait une... il y a 87%, mais je regardais aussi juste avant, mais 87% des anciens scouts font partie de structures associatives aujourd'hui. Donc en fait effectivement alors Radio Courtoisie est une radio associative, donc peut-être que en tant qu'ancien scout je rentre dans ce critère, mais effectivement il y avait un autre sondage qui était sorti sur le fait qu'il y avait beaucoup d'anciens scouts qui étaient finalement partis après en politique aussi, un certain nombre de politiciens, d'assistants parlementaires, etc. aujourd'hui qui sont d'anciens scouts, parce que effectivement ça forme au-delà du physique, c'est ça, il y a un côté la notion de bien commun. Exactement. Je pense que c'est quelque chose qui peut être assez valorisant aussi sur un CV. D'indiquer, à part si bien sûr on postule dans je ne sais trop quelle boîte ou entreprise qui serait vraiment foncièrement contre, et encore parce que les gens savent que le scoutisme apporte quand même une certaine structure d'esprit, une certaine droiture aux personnes qui en ont fait. Mais ce qui est amusant, c'est justement même dans les entreprises aujourd'hui où on les a présumées woke, ou en tout cas peu favorables à ce qu'est le scoutisme ou à ce que peut représenter ce genre d'activité, c'est en train de changer, puisque le but d'une entreprise est encore de fonctionner. Le but d'un patron est d'avoir des employés compétents, solides et fiables. Et fiables, exactement. Et en fait, le scoutisme, c'est quand même une petite garantie sur un CV, comme vous le dites, d'avoir des gens ponctuels, polis, respectueux. Et c'est pour ça qu'il faut encourager les gens à en faire. Et puis, encore une fois, dans une époque où les jeunes passent beaucoup trop de temps, moi compris, et j'imagine nous compris, sur leur téléphone, à sortir de moins en moins, le dépassement physique, moral et la cohésion sont des éléments extrêmement importants pour une société. Et je crois qu'on en manque cruellement aujourd'hui. Et que c'est une très bonne chose si des jeunes peuvent s'y intéresser. D'où ma remarque sur le SNU qui n'est pas si négative. Pour en revenir au service militaire, est-ce que vous ne pensez pas que donc c'est 6 Français sur 10 qui y sont favorables ? S'ils y sont favorables, c'est pas surtout parce qu'ils ont l'impression que ça va rétablir un sens de l'autorité dans notre pays. Parce qu'il y a eu énormément de débats justement sur les jeunes délinquants, est-ce qu'on leur ferait pas faire des stages à l'armée pour leur apprendre à obéir, à se tenir correctement, à avoir une vie ordonnée. Finalement, si c'est ça qui est recherché, ça peut même passer par d'autres choses que le service militaire ou même le scoutisme. Enfin, en général, c'est juste un grand appel à l'autorité là qui est lancé. Exactement, c'est là où déjà 6 Français sur 10, ça ne me semble pas si énorme que ça. Surtout que quand on regarde les détails du sondage, c'est très favorable chez les personnes âgées, chez les boomers qui, en fait, évidemment, eux n'auraient pas à faire de service militaire. Mais qui l'ont déjà fait. Pour certains, oui. Mais voilà. Mais dans d'autres contextes aussi. Réformer à l'époque. Et évidemment, et c'est ce que je veux dire. C'est ça. Parce qu'il y a un auditeur qui s'offusquait un peu la dernière fois en disant oui, mais nous, le service militaire, en même temps, on l'a déjà fait. Oui, mais en fait, je pense que le service militaire de l'époque représenterait pas forcément les mêmes... Oui, parce que, alors si je peux rebondir directement là-dessus, je pense qu'il y a une dimension qui, à mon avis, est assez importante, c'est que, certes, le service militaire, c'est un facteur, comme le disait justement Stanislas, de cohésion sociale et de mixité aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, théoriquement, on va dire, le bourgeois parisien se retrouve dans le même... dans le même corps, enfin peut se retrouver dans le même corps que le paysan de Lyon ou de je ne sais où. En revanche, je pense aussi que le service militaire fonctionne dans une société qui est une certaine homogénéité, déjà, qui partage déjà des valeurs, des références communes. C'est-à-dire qu'il faut un socle commun, déjà, qui soit suffisamment fort. Et aujourd'hui, Dieu sait que si à l'école, déjà, on parvient pas chez des enfants de 10 ans qui, en fait, finalement... mine de rien, l'école est quand même aussi beaucoup plus présente dans nos vies qu'elle l'était, je pense, de l'époque de nos grands-parents. Si déjà à l'école, on voit déjà des différences culturelles extrêmement marquées, on voit des modes de vie, on voit des modes de comportement extrêmement marqués, ça c'est le premier aspect, c'est que globalement, ça peut très difficilement fonctionner. On remarque que les nations, on en parlait un peu en antenne, mais les nations qui ont un service militaire aujourd'hui, imposé à toute la population, c'est par exemple la Suisse ou Israël. La Suisse, parce que c'est un pays qui a pour une culture de l'autodéfense d'une
d'une certaine façon et qui en fait est un petit pays dans les montagnes et qui a toujours eu à se défendre contre les envahisseurs, et Israël aussi aujourd'hui, Israël qui évidemment est un pays qui est entouré de pays ennemis. Et justement cette cohésion, quelque part, elle part d'un socle commun, elle part d'une sorte d'ennemi commun, etc. Et en fait, instaurer un service militaire du jour au lendemain, ça n'aurait pas forcément de sens à ce titre-là. Et puis, comme le disait aussi Stanislas, il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu matériel. L'armée française est connue aujourd'hui pour ses qualités techniques. C'est une armée qui est une armée de commandos, une armée professionnelle. de professionnels, exactement, professionnelle. très professionnelle, et qui est spécialisée dans les opérations très précises, on parle d'une armée très technique finalement, même en termes de technologie. On a parmi les meilleures technologies du monde. On n'avait pas du tout une armée de masse comme l'armée russe. C'est pas du tout comparable sur ce modèle. Et effectivement, même si c'est évidemment excellent qu'il y ait des réservistes, etc., si on devait allouer une bonne partie du budget de l'armée à la formation et à la reconstruction de toutes les infrastructures, etc., en fait, ça aurait un coût qui serait énorme pour, encore une fois, des résultats par l'état actuel de la cohésion sociale qui serait probablement assez mitigé. Mais ce qui est important de souligner, c'est que ça a été dit avec le scoutisme. Alors évidemment, le scoutisme n'a pas valeur militaire, hein, ce n'est pas toute comparaison n'est pas raison. En revanche, il y a des choses à mettre en place, évidemment. Et le premier, Alexandre en a parlé, ça a été évoqué, c'est au niveau de l'instruction nationale. C'est-à-dire que si l'on veut partager des valeurs communes, il faut que le socle commun à l'école soit respecté, donc il faut de nouveau une éducation nationale qui soit basée sur des fondamentaux justes, avec le roman national, avec un respect de notre histoire, avec une langue française maîtrisée, avec aussi du sport à l'école. Je crois que c'est pas caricatural de dire ça, je pense que c'est important. Les pays anglo-saxons l'ont et c'est admirable. J'ai eu l'occasion d'aller en Nouvelle-Zélande plus jeune et c'est impressionnant de culture. C'est quoi, c'est 2 heures par jour? Ah non, c'est l'après-midi, ils commencent plus tôt, ils ont des après-midi de sport entiers, alors notamment en Nouvelle-Zélande le cricket et le rugby. Donc vous étiez dans le cricket, j'imagine. J'étais meilleur que au rugby, mais je me suis fait les ligaments croisés en 2004 malheureusement, ce qui m'a empêché d'être à la place d'Antoine Dupont samedi dernier. Tant mieux d'ailleurs, pour être très précis, parce qu'Antoine Dupont s'est blessé, et d'ailleurs on lui adresse toutes nos prompts rétablissements. Mais pour être plus sérieux 2 secondes, il y a d'autres alternatives, donc évidemment l'instruction nationale, mais le service militaire volontaire existe. C'est inspiré des SMA. Les SMA, c'est les services militaires adaptés qui sont notamment en Outre-mer. Je pense à ceux qui sont à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie. C'est des endroits où on apprend un métier, on apprend à conduire, on apprend des métiers manuels, on apprend aussi la rigueur militaire, et c'est des choses très positives. J'ai pareil eu l'occasion de voir comment fonctionnaient des services militaires adaptés, notamment en Nouvelle-Calédonie, où c'est vrai que ça rencontre un franc succès, notamment avec la population kanak, qui apprécie beaucoup. C'est au nord de l'île, à Kumak, et c'est extrêmement apprécié. Et la troisième chose, il y a évidemment la réserve, et on l'a vu à l'occasion des Jeux Olympiques. Les réservistes ne sont pas des militaires de métier, ils n'ont pas toutes les qualités techniques des militaires ou des gendarmes dits professionnels. En tout cas, ils sont capables de répondre à des besoins, notamment du quotidien, notamment en faisant des missions comme sentinelle, en assurant la sécurité de lieux publics, en rassurant aussi les citoyens et en dissuadant les potentiels délinquants, voyous ou racailles qui seraient tentés de commettre des actes odieux pour la société. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas toutes les prérogatives, on l'a vu, et c'est Thibaut de Montbrial pour lui rendre sa formule, mais c'est Thibaut de Montbrial qui, à l'occasion des Jeux Olympiques, parlait de la culture du bleu, et expliquait à l'époque, il y a quelques mois maintenant, que c'est ce qui avait permis aussi le succès sécuritaire des Jeux Olympiques, c'est qu'il y avait du bleu partout dans Paris, et que du pickpocket à la mamie en passant par l'agresseur potentiel, tout le monde se tenait différemment à la vue d'un uniforme. Et c'est vrai que instinctivement, quand on est en train de rouler en vélo et qu'on a ses écouteurs et qu'on voit du bleu à l'horizon, on enlève ses écouteurs. Même si la personne en question, le policier, ne vous courra pas après, ne vous rattrapera pas, il y a un espèce d'instinct naturel qui se met en place quand on voit un uniforme. Est-ce que c'est pas un échec, ça, de devoir mettre des policiers dans toutes nos rues? Enfin, je veux dire, en termes de liberté, moi je suis française, je j'ai pas cette image-là. Même on regarde on regarde les vieilles photos françaises des rues de Paris, c'est quelque chose d'assez bucolique. Enfin, y a pas... je suis entièrement d'accord avec vous, Liselotte, c'est-à-dire que c'est un constat d'échec. Mais notre discussion est un constat d'échec. C'est-à-dire qu'encore une fois, le service militaire, par essence, j'y serais plutôt favorable. Les éléments que l'on partage avec Alexandre, j'imagine, autour du plateau, qui expliquent notre refus actuel de ce service militaire, est basé sur l'état de la société. La politique du bleu, dont parle un monsieur comme Montbrial, il est basé également sur un constat d'échec. Oui, il est dramatique de se dire qu'à partir d'une certaine heure, il est rassurant d'avoir du bleu dans le métro. Il est inquiétant de se dire que des militaires sur notre sol
soient obligés de patrouiller dans les gares. Oui, c'est armé et c'est odieux. Et armé en plus avec peu de cartouches. Mais c'est odieux, évidemment que c'est odieux. Mais on ne peut se contenter de faire le constat et ne pas proposer de solution. Alors ça, c'est une solution qui est temporaire, ça ne résout pas le problème à la source. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer par effet domino. Mais si ça commence, alors évidemment avec la famille, le premier socle, c'est la famille, c'est la cellule familiale, c'est la première cellule de la société. Il y a évidemment après l'instruction nationale, encore une fois, qui n'est pas la même chose que l'éducation fondamentalement. Et c'est pour ça qu'il y a des méthodes, et au niveau de la famille, en supprimant des aides sociales, en mettant pression sur les parents de délinquants, les parents qui ont des enfants récidivistes. Il y a des moyens de pression qui existent. Et sur l'instruction nationale, c'est en étant beaucoup plus sévère. Il y a aussi la possibilité de créer des internats pour les élèves et les enfants qui causent des difficultés, qui sont eux-mêmes en difficulté, pour les cadrer justement, des internats non pas d'excellence et non pas de répression, mais de redressement. Mais on rejoint l'idée de façon de choc d'autorité dont parlait finalement Liselotte il y a quelques minutes. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, que ce soit dans le domaine de l'armée, de l'instruction, de la police et tout ça, en fait, globalement, il y a un appel général à une pacification de la société. Mais en revanche, pour le coup, je pense pas, et c'est pour ça que même sur le service militaire, sur le principe, j'aurais une position plus nuancée, mais je pense pas que quelque part, comme dit, c'est une très bonne phrase de Renaud Camus, mais nous ne voulons pas sécuriser l'enfer, nous voulons le retour au paradis. Quelque part. Et en fait, c'est toujours le même. Et évidemment, mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, même même la sécurisation ne fonctionne pas comme solution. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bête, mais Retailleau, Darmanin, etc. ont joué les gros bras pendant 2 ans. C'est pas vrai, ils mettent pas en place ce qu'il faut. Mais en tout cas, ils ont joué les gros bras pendant 2 ans. Oui. Et ce qu'on remarque, c'est que les résultats sont. Admettez-le, c'est ça, au moins mitigés. En fait, non, mais ce que je veux dire, c'est que entre ce qui a été mis en place, les effets d'annonce, etc., les résultats sont mitigés. Donc quelque part, je suis même pas sûr que dans le fond la solution se retrouve là-dedans. Et même sur la question de l'armée, je pense pas que la solution se retrouve dans une forme de militarisation de la société de près ou de loin. Mais attendez, cher Alexandre, 3 choses l'une. La première, c'est que vous ne ferez pas de moi ce matin un défenseur ni un avocat de Bruno Retailleau ou de Gérald Darmanin. Peut-être aussi, et surtout Gérald Darmanin. Si je peux avoir certaines sympathies à l'égard de Bruno Retailleau, pour Gérald Darmanin, c'est un peu moins sûr. Premier élément. Deuxième élément, évidemment, je suis d'accord avec la phrase que vous venez de citer, mais pour revenir à un paradis sur Terre, il faut mettre des moyens. Et pardon, pendant les Jeux Olympiques, qu'on le veuille ou non, et j'étais le premier, et d'ailleurs sur cette antenne et sur d'autres, à expliquer qu'il y avait une grande crainte sur la sécurité des Jeux Olympiques, que les Français allaient être emmerdés tout au long des JO, que les étrangers allaient sortir de Paris en disant que c'était un coupe-gorge. Le fait est que c'était pas le cas. Le fait est que moi je me suis retrouvé à Paris. C'était juste une énorme caserne de police. C'est peut-être vrai, mais en tout cas je crois que les gens qui étaient à Paris ont apprécié Paris à ce moment-là. Et oui, moi dans l'absolu, je ne suis pas pour qu'il y ait du bleu partout. Ça m'emmerde de prendre un café et de voir un policier passer devant moi en longueur de journée, de voir des patrouilles, même de les voir des vidéosurveillance, etc. Mais très bien, très bien. On n'est pas pour ça par principe. Mais moi, entre ça et des agressions, une agression toutes les 44 secondes dans ce pays et 120 attaques au couteau par jour. Vous ne me ferez pas défendre les attaques au couteau, c'est ça. Je sais bien, je crois que nous sommes tous d'accord. Non, on est tous d'accord, mais ça, oui, fondamentalement, il y a des choses à mettre en place en amont, ça passe par la culture, ça passe par l'enseignement, ça passe par des milliers de choses. Et par contre, là où je ne vous rejoins pas, Alexandre, c'est que vous dites, oui, c'est pas la militarisation de la société qui va rétablir l'ordre. Peut-être pas, mais en tout cas, je crois que comme on parlait du scoutisme, le service militaire a permis aussi de bâtir une génération de Français qui avaient un certain respect de l'ordre, qui avaient une certaine cohésion sociale. Mais d'accord, mais je vous dis, pour le coup, je vais me faire le défenseur pas de l'immigration, mais en tout cas de l'assimilation aujourd'hui. Décidément, qu'est-ce qui vous arrive? C'est ça, aujourd'hui, Darmanin, l'assimilation, c'est sacré journée. Attendez un peu que je défende Sandrine Rousseau, mais c'est pas ça, mais oui, c'était pas les mêmes Français. Enfin, il y a déjà on va dire les choses. On parle des personnes issues de l'immigration qui pourraient causer du bordel dans ce pays, et notamment si elles étaient amenées à être entraînées au maniement des armes. C'est en fait, j'ai pas envie que le type qui a un couteau et qui me plante au couteau apprenne à manier une calache. D'accord, mais déjà certains en manient déjà des calaches, et puis de 1 et de 2, il y avait déjà des personnes issues de l'immigration et déjà des voyous et des délinquants à l'époque. Et c'est pas parce qu'ils étaient entraînés qu'ils ont commis des atrocités. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut le rétablir maintenant, mais en tout cas, le service militaire volontaire, par exemple, c'est une très bonne chose. La réserve, c'est une très bonne chose. Et ça permet de les cadrer aussi, les types, quand même. Mine de rien. Ou de les surveiller, de les repérer. Enfin, c'est pas des choses qui sont totalement
Il y a quelques années, il y avait un ancien commando marine, je crois, qui avait monté une sorte de stage, mais après ça voilà, c'est ça, qui n'avait pas pu continuer, je crois. Et mais donc qui permettait ça s'appelait. Ouais, c'est ça, qui permettait de cadrer un petit peu ces jeunes et sans les former, je crois pas qu'il y avait de formation bien sûr aux armes, tout ça, mais c'était un peu une sorte de parallèle du scoutisme. Est-ce que ce serait des bonnes solutions de créer des stages justement de ce style ? Bah oui, c'est-à-dire que oui, à la limite, il y a des solutions alternatives. On n'est pas obligé de leur filer une calage dans les mains, comme dit Alexandre, de façon caricaturale, parce que Alexandre est caricatural. Non, je rigole. Mais... Enfoncez-vous, c'est... Je vais enfoncer. Non, à chaque fois, c'est ma chaise qui s'enfonce et je finis par faire vraiment 1m60. Vous travestissez. Alors, je fais 1m85 dans la vraie vie. Non, mais c'est des alternatives. Et d'ailleurs, cette émission, elle est évidemment, c'était une espèce de pseudo-télé-réalité, etc. Mais c'était amusant de voir des espèces de grandes gueules se retrouver avec des anciens commandos, des militaires, s'en prendre plein la gueule, se retrouver à se lever à 6h, faire leur lit au carré, faire leur lit en batterie, apprendre à cirer leurs pompes. Et ben, ça leur faisait pas de mal non plus. On n'est pas obligé de leur apprendre à manier des grenades et des chars dans les premiers mois. Si déjà il y avait un rétablissement de l'ordre, et moi je vais vous dire, c'est pas pour faire un argument d'autorité, cher Alexandre, j'ai eu l'occasion d'être en lycée militaire. Et ben, contrairement à ce qu'on peut penser, les lycées militaires, c'est pas des endroits où tout le monde arrive, cheveux courts, musette, et tous du même milieu social. Il y a de tous les milieux, il y a boursiers, fonctionnaires, fils de militaires. Dans les fils de militaires, ça va du fils de général au fils du soldat du rang. Il y a une mixité sociale qui est incroyable, grâce à l'uniforme, grâce à la cohésion, grâce au sport, grâce aux couleurs, grâce aux encadrants qui sont militaires, qui tous les matins viennent vous réveiller à 6h en disant faut faire votre lit, allez à la graille à cette heure-là, etc. Et ben, ça fait du bien. Non, mais encore une fois, je ne nie pas l'importance d'une forme d'autorité. Simplement, sur le degré et sur on va dire, le mouvement autorité, enfin quelque part pas autoritarisme serait exagéré, mais en tout cas de militarisation encore une fois de la société et tout ça, je suis pas sûr d'être. Mais globalement, je pense que nos différences ne sont que nuances, cher Stanislas. C'est joliment dit. On clôt ce sujet pour profiter des quelques minutes qui nous restent, un peu moins de 10 minutes, pour parler de l'escroquerie Villepin, Stanislas. Oui, écoutez, pareil, c'est des discussions que j'ai avec Alexandre de Galzin en amont de cette émission, et on se faisait la remarque, en regardant le sondage des personnalités préférées des Français, que Dominique de Villepin, ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, avait fait une entrée fracassante à la première place. Alors, Dominique de Villepin, sa stratégie de moment, elle n'est pas compliquée. Elle marche sur deux jambes. Elle fonctionne sur deux jambes. La première, c'est draguer l'électorat sensible à la question palestinienne. Et la deuxième, c'est sa posture morale, parce qu'il a fait une action absolument incroyable. C'est évidemment son discours à l'ONU à l'époque. En fait, vous faites bien de dire une action absolument incroyable, parce que c'est peut-être la seule de sa carrière dans le fond. Exactement. En fait. Et sur laquelle il vit encore. C'est-à-dire que Dominique de Villepin a réussi une chose dans sa vie brillamment, avec un certain talent, enfin avec un talent immense, avec, il faut le dire, une certaine gueule. Et aujourd'hui, comme François Hollande à son échelle, il surfe sur les conflits internationaux pour se racheter une virginité politique, imposer leur stature, notamment vis-à-vis des autres politiques qui sont quand même, il faut le dire, d'un niveau assez médiocre. C'est-à-dire que quand c'est vrai, il est vrai, quand Dominique de Villepin prend la parole dans un média, et que dans la foulée on a Ercilla Soudé, on se dit que Dominique de Villepin, c'était quand même mieux avant. On se dit, quand on écoute Sébastien Delogu, Ercilla Soudé, et même d'autres porte-parole de d'autres partis, peut-être moins médiocres que ceux que je viens de citer, on se dit que Dominique de Villepin, c'est un autre niveau. Et c'est d'ailleurs ce qui permet à gauche, à Hollande, d'exister. C'est-à-dire qu'entre Olivier Faure et François Hollande passe pour un génie. Oui. Enfin, c'est toujours un peu... c'est dire le niveau d'Olivier Faure, oui. Non, mais c'est vrai, mais c'est vraiment la phrase, quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Et je pense qu'ils sont, et Dominique de Villepin et François Hollande sont dans ce cas-là. Et puis, surtout... Donc ça, c'est sa stratégie, la stratégie de Dominique de Villepin sur deux jambes. Et il a évidemment des ambitions présidentielles. Il s'est jamais remis de la raclée que Sarkozy lui a mis à l'époque. Mais on pensait pas forcément qu'il reviendrait justement sur le devant de la scène. C'est-à-dire que là, on l'entend beaucoup parler dans la presse. Il est de retour, quoi. Il est de retour avec une construction médiatique bien ficelée. Mais je finis juste sur un point. Et vous allez voir, Alexandre, vous allez être d'accord avec moi. Ce qui me fascine et ce qui me fascinera toujours, même si vous n'êtes pas d'accord, vous le serez. Non, je rigole. Mais ce qui me fascine et ce qui me fascinera toujours, c'est la mémoire courte des Français. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a de ça 20 ans maintenant, il y avait dans les rues des milliers, des centaines de milliers de manifestants contre le CPE, le contrat première embauche. Là, le sujet n'est pas de savoir si c'était juste ou pas juste. Il était l'un des premiers ministres les plus impopulaires
de la 5ème République. Aujourd'hui, il a été rattrapé par d'autres, hein, ses illustres successeurs. Il faut une sacrée concurrence. Et les Français le voient arriver, il parle mieux que les autres, il raconte 3 trucs sur l'international, et c'est bon, c'est la personnalité préférée des Français. Donc je suis fasciné par cela. Je pense que Mélenchon a résumé la situation en expliquant que Dominique de Villepin légitimait le discours de la France insoumise, et que Dominique de Villepin finira par être l'idiot utile de cette extrême gauche islamiste. Alors pour rebondir sur la question de la mémoire des Français, je plus sois tout à fait Stanislas, et ajouterais que je pense que ça s'applique également à un autre personnage qui est Bruno Retailleau, qui fait exactement la même stratégie que Nicolas Sarkozy en son temps, et d'ailleurs qui a visiblement les mêmes ambitions. Mais pour revenir à Dominique de Villepin, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est un homme effectivement de droite LR, de droite plutôt tendance, on dirait juppéiste, tendance Édouard Philippe aujourd'hui. Il serait sans doute à horizon si jamais on devait le classer aujourd'hui sur le plan économique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça reste quelqu'un qui a des idées libérales classiques, et en même temps, alors après avoir donc échoué à se présenter à la présidentielle de 2007, il est allé se balader un petit peu au Proche-Orient. Notamment dans un pays qui a pour particularité d'avoir beaucoup d'argent en stock, qui s'appelle le Qatar. Et si il serait peut-être diffamatoire d'affirmer que Dominique de Villepin est payé par le Qatar, je ne le dirai donc pas, mais cela étant, il a des liens assez étroits avec le Qatar, et son discours, comme le disait très bien Stanislas de 2004, lui a donné un prestige national et international sur lequel il s'est éclipsé pendant une quinzaine d'années. Maintenant, il revient, et évidemment, il revient avec ce discours. Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est qu'à l'époque, ce discours, c'est un discours de non-alignement. C'est un discours, justement, de non-atlantisme, de souveraineté, quelque part, de non-soumission aux États-Unis. Et en fait, ce discours est devenu, avec le temps et avec le conflit entre Israël et Gaza, est devenu un discours tiers-mondiste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une modification quand même substantielle, c'est-à-dire que c'est plus un discours anti-États-Unis, un discours anti-soumission, c'est un discours maintenant pro-Irak, d'une certaine façon, si on devait le remettre en perspective. Donc déjà, c'est une première modification, et évidemment, ça sert à séduire la gauche. Maintenant, moi, il y a une question que je me pose, c'est que évidemment, là, on voit déjà fleurir sur les réseaux sociaux des comptes comme Avec Villepin 2027, comme en essayant de le présenter comme... Il y a le compte Villepin, ça sent le sapin aussi, je crois. Oui, ça c'est celui qu'on va créer en sortant. Vous êtes à l'origine, Stanislas. Mais merci pour votre excellent trait d'humour. Mais ce qui est certain, c'est que il marche avec ses gros sabots, et évidemment que en plus c'est le genre de personnage qui peut facilement obtenir les 500 parrainages a priori, qui si jamais il veut y aller, trouvera toujours un petit créneau. La question, c'est aussi quel est l'espace de ce créneau, et moi c'est ce que je faisais remarquer à Stanislas quand on préparait cette émission, c'est je me demande à quel point l'électorat musulman pro-Palestine va tenir au socialisme quand ils auront un Villepin. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, la raison pour laquelle aujourd'hui cet électorat qui est rallié à la France insoumise, à la gauche, etc., c'est parce que la gauche est la seule à leur parler. En revanche, à lui parler. En revanche, ce qui est assez possible aussi, c'est que si un homme libéral qui tient un discours tiers-mondiste, qui tient un discours pro-immigration, quelque part, pro-intégration, etc., se présente, il est possible que ça fasse aussi son petit espace politique, et que ça puisse perturber aussi ce qui existe actuellement à gauche. Moi, plusieurs choses. La première, c'est que là où je ne vous rejoins pas, Alexandre, c'est que je ne sais pas où situer Dominique Villepin sur l'échiquier politique. C'est-à-dire qu'à la façon de Rima Hassan, aujourd'hui, il ne parle que d'international. S'il leur fait la part belle, puisqu'en réalité, il parle de leur sujet, qu'il maîtrise, en l'occurrence, Dominique de Villepin le maîtrise. D'ailleurs, je crois qu'il a un discours qui est parfois extrêmement intéressant et qu'il faut écouter. Il a une expérience certaine, Quai d'Orsay, etc. On n'en a pas parlé, mais il était au Quai d'Orsay. Donc ça, il faut l'écouter. La deuxième chose, c'est qu'il ne parle que de ça. Et la troisième, sur le fait que l'électorat qui est visé par les propos de Rima Hassan de Dominique Villepin ne soit pas attaché au libéralisme, je pense qu'ils en ont absolument rien à faire. Je pense... Ah oui, pardon, c'est ce que vous allez... Oui, tout à fait. Mais je pense qu'ils en ont rien à faire, et que ce qui compte, c'est la question identitaire aussi pour ces gens-là.
Et de toute façon, on n'est même pas encore sûr d'avoir des présidentielles en 2027, puisque vous le savez, il y a des ingérences russes très je graves les entends d'ici. pour notre démocratie. Donc peut-être que Emmanuel Macron va pouvoir nous sauver de tout ça en restant ça en serait place. bien, franchement, on l'embrasse aussi s'il nous écoute. Bien sûr. Bon, il est temps de cadrer un peu la jeunesse et la ponctualité dont vous parliez tout à l'heure, parce que l'heure est là. Oui, mais c'est pour ça, là, je concluais, Franck. Ah oui, mais moi, je cadre la jeunesse. Voilà. L'heure est là, mais l'heure est grave. Mais laissez-moi cadrer cette bande, je vais y arriver. Ouais, Derrière mes tous ici. millions, je suis à craindre. Merci Franck, merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on se retrouve mercredi prochain, Stanislas.